on appelle sans plus tarder le professeur Yahyaoui, qui va nous parler de l'obésité et HTAP. Et donc, professeur Yahyaoui, pardon, je vous invite à respecter le timing. Donc, vous avez 20 minutes. Ça marchera pas, ça marche pas. Mais je peux vous mettre un pointeur. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à tous. Et je tiens à remercier justement l'association APAL de m'avoir invitée pour parler d'un sujet qui est un peu particulier, qui n'est pas très connu, c'est l'obésité associée à l'hypertension pulmonaire. Donc, il faut savoir que l'obésité, tout le monde en a parlé, reste un fléau mondial et qui entraîne un état morbide important avec des conséquences extrêmement dangereuses pour la circulation systémique et également pour la circulation pulmonaire. Et c'est à partir de là, justement, que l'atteinte de l'artère pulmonaire a été récemment étudiée à cause de ces conséquences lourdes cardiovasculaires. Il y a très peu de données dans la littérature qui sont disponibles et qui ont parlé de la liaison entre les deux pathologies, à savoir l'obésité et l'hypertension pulmonaire. Il semblerait que ces comorbidités participent justement à l'apparition de cette hypertension pulmonaire qui est une maladie très grave et de mauvais pronostic quand elle se surajoute à l'obésité. Il y a plusieurs facteurs qui sont responsables dans l'élévation des pressions pulmonaires, à savoir la dysfonction, la dysfonction cardiaque gauche, les hypoxémies et les troubles respiratoires et du sommeil, la maladie thromboembolique et également la prise d'anorexigène. Il faudrait d'abord définir ce que c'est que l'hypertension pulmonaire. Comme le montre cette plaque, il y a un changement et une révision de cette définition qui a revu à la baisse certaines pressions, notamment la pression artérielle pulmonaire moyenne. Donc, c'est une définition purement hémodynamique. Ça veut dire que les mesures sont prises au cathétérisme cardiaque droit. Nous avons donc l'hypertension pulmonaire caractérisée par l'augmentation des pressions artérielles pulmonaires au-delà de 20 mm de mercure, mais il existe 3 types qu'il faudrait identifier. De ce fait, le cathétérisme cardiaque droit reste un gold standard dans le diagnostic d'hypertension pulmonaire. Nous avons en premier l'hypertension précapillaire qui est caractérisée par l'élévation de la pression artérielle pulmonaire moyenne au-delà de 20 mm de mercure, associée à une pression précapillaire inférieure ou égale à 15 mm de mercure, en plus de l'augmentation des résistances vasculaires pulmonaires supérieures aux 2 unités Wood. Et cette hypertension précapillaire, elle caractérise 4 groupes principaux, à savoir le groupe 1 de l'hypertension artérielle pulmonaire, le groupe 3, 4, voire 5. L'hypertension postcapillaire, c'est une hypertension qui est identifiée de la précapillaire par l'augmentation des pressions précapillaires au-delà de 15 mm de mercure et des résistances qui sont tout à fait normales. Et cette hypertension postcapillaire, on la retrouve essentiellement dans le groupe 2 et dans le groupe 5. Il reste l'hypertension pulmonaire mixte et c'est cela qui nous pose de gros problèmes pour la thérapeutique parce qu'on est entre la précapillaire et la postcapillaire. Pour cela, le diagnostic doit se faire grâce au cathétérisme cardiaque droit qui va mesurer ces pressions artérielles pulmonaires qui est de 20 mm de mercure, des pressions capillaires élevées et des résistances également qui sont élevées. Elle caractérise 2 groupes essentiels qui sont le groupe 2 et le groupe 5.
Maintenant, qu'en est-il de ces mécanismes entre l'obésité et l'hypertension pulmonaire? Il y en a une multitude de mécanismes qui sont responsables de l'apparition ou de la genèse de l'hypertension pulmonaire chez l'obèse. Il y a d'abord ce qu'on appelle une perturbation ou une altération du métabolisme, à savoir de l'insuline résistance, de l'altération du métabolisme lipidique, de l'inflammation et également de la signalisation du gène de la BMPR2. Il se rajoute également d'autres comorbidités, à savoir les maladies thromboemboliques chroniques et les maladies avec troubles du sommeil, et nous avons également un problème hormonal, à savoir les adipokines. Il y a un déséquilibre dans la signalisation de ces adipokines, à savoir la diminution de l'adiponectine qui est responsable de dérèglement de la balance vasodilatateur et vasoconstricteur. Et tous ces mécanismes-là se regroupent pour entraîner un dysfonctionnement au niveau de l'endothélium et enfin un remodelage au niveau de l'artère pulmonaire et qui va générer par la suite l'apparition de l'hypertension pulmonaire. Comme cette plaque de mécanisme avait bien montré la complexité du mécanisme physiopathologique entre ces deux pathologies, eh c'est grâce à cette connaissance de ces différents mécanismes nous permettra de placer le patient selon cette classification internationale qui a été revisée dernièrement en 2020 et qui est composée de 5 groupes, à savoir le groupe 1 qui est appelé hypertension artérielle pulmonaire et qui caractérise l'atteinte primitive de l'artère pulmonaire. Elle est rare dans ce groupe-là, elle est de 15 cas par 1 million d'habitants et qui regroupe 7 sous-groupes, à savoir l'idiopathique, HTAP irritable, les induites par des médicaments ou des toxiques et certaines associées à des connectivites ou à l'infection VIH, à l'hypertension portale, aux cardiopathie congénitale et à la bilharziose. Nous avons également un groupe qui a été inclus dernièrement, ce sont les répondeurs à long terme aux antagonistes des récepteurs, aux antagonistes des calcique, et nous avons la maladie véno-occlusive et enfin l'hypertension persistante du nouveau-né. Et le deuxième groupe est les secondaires à la pathologie cardiaque gauche, c'est le groupe le plus fréquent et qui nous pose réellement de gros problèmes pour faire le diagnostic différentiel avec l'HTAP. Et le troisième groupe, il caractérise toutes les pathologies respiratoires chroniques et hypoxémiantes, à savoir la BPCO, toutes les pneumopathies interstitielles et les autres maladies restrictives ou obstructives et les hypoxies sans atteinte pulmonaire et associées à des anomalies du développement. Nous avons également le groupe 4 qui peut être justement incriminé dans l'obésité et l'hypertension pulmonaire. Et c'est un groupe à ne pas négliger qui est dû à l'obstruction de l'artère pulmonaire par la maladie thromboembolique chronique et qui est caractérisée par l'obstruction cryorique de l'artère pulmonaire et de ses branches. Alors, qu'en est-il maintenant de la prévalence, de l'association de ces pathologies? Très peu d'études, voire pratiquement 2 études ont été retrouvées dans la littérature. Une qui s'est basée sur le diagnostic à l'échographie cardiaque, elle avait beaucoup de biais, mais par contre, celle-là qui est apparue en 2020 récemment, elle a pris une cohorte très large de population de malades obèses qui dépasse les 2000 patients et qui a été stratifiée en 3 classes, de classe 1 jusqu'à classe 3 d'obésité, en leur faisant subir un cathétérisme cardiaque droit. Et on a remarqué que la prédominance de cette obésité associée à l'hypertension pulmonaire était beaucoup plus importante chez les hommes, à savoir 60% des cas. Et on a remarqué également que l'EMC, elle augmente avec les paramètres hémodynamiques qui sont très sévères, comme on le remarque ici dans la classe 3, où nous avons un
un IMC de 45, alors la PAPM, elle est la plus élevée de 30. Et on a aussi remarqué et on a insisté sur cette étude qui est très intéressante. Elle nous a montré que toute hypertension pulmonaire associée à l'obésité était beaucoup plus importante dans les postes capillaires secondaires aux cardiopathies gauche, suivies des hypertensions pulmonaires mixtes, alors que les précapillaires, elles sont vraiment minimes. Il y a 14 parmi les 2390 patients. Et ce graphe nous montre aussi la prévalence globale de l'hypertension pulmonaire qui augmente avec l'augmentation de la classe de l'obésité. Et si on regarde un peu la classe 1, nous avons une prévalence de 62% avec toujours une prédominance des hypertensions pulmonaires post-capillaires. Et la prévalence, elle est de 70% dans la classe 2 de l'obésité, avec toujours une prédominance des hypertensions post-capillaires. Et la troisième classe, pareil, on a 81% de prévalence dans l'hypertension pulmonaire post-capillaire notamment. De ce fait, il est très important de détecter justement cette hypertension pulmonaire chez les obèses et surtout de ne pas les traiter sans avoir un cathétérisme cardiaque droit qui nous permettra de poser le diagnostic, car le traitement ou les agents spécifiques de l'hypertension artérielle pulmonaire peuvent aggraver l'état des patients quand ils présentent des hypertensions pulmonaires post-capillaires. Maintenant, qu'en est-il de ces mécanismes de l'hypertension pulmonaire associée à l'obésité? Le premier facteur qui a été incriminé, c'est la carence en adiponectine. Il faut savoir que l'adiponectine est une hormone qui est sécrétée par les tissus adipeux et quand il s'accumule, il y a une accumulation importante de cellules adipeuses, notamment autour des vaisseaux, à savoir l'artère pulmonaire et les vaisseaux systémiques. Ils vont entraîner un déséquilibre de la balance vasodilatateur-vasoconstricteur qui va par la suite entraîner un remodelage vasculaire et l'apparition de l'hypertension pulmonaire d'une part et de l'hypertension artérielle systémique. Si on regarde un petit peu, regardez l'accumulation de ces cellules adipeuses vont entraîner une diminution de cette adiponectine qui est un régulateur des cellules endothéliales, en plus de l'obésité qui va entraîner également un processus inflammatoire par des cellules accrues pro-inflammatoires et qui s'associent au stress oxydatif et qui vont entraîner cette hypertrophie de l'artère pulmonaire et la survenue de l'hypertension pulmonaire. Le deuxième mécanisme, ce sont les médicaments et les toxines. Et surtout, ces médicaments sont basés sur les anorexigènes qui ont associé au développement de l'hypertension artérielle pulmonaire. La prise d'anorexigène avait entraîné une épidémie dans l'année 1967 dans le monde parce qu'il y a eu une consommation importante d'anorexigène qui a entraîné l'hypertension artérielle pulmonaire, en plus également des pathologies valvulaires cardiaques et de la fibrose au niveau myocardique. Donc, ces médicaments ont pour effet d'inhiber les canaux potassiques et également ils sont pourvoyeurs de l'hypertension artérielle pulmonaire par la libération excessive de la sérotonine. Quand on regarde un peu la liste de ces médicaments, nous avons donc une liste qui est à gauche, qui est confirmée par des études. Donc, tous les anorexigènes ont été cités, notamment la fenfluramine qui a fait des dégâts dans le monde. Et il y a d'autres médicaments qui ont été décrits, mais par des cas qui ne sont pas très, très sûrs, mais qui sont quand même susceptibles de créer l'hypertension pulmonaire, avec quelques cas ont été décrits dans la littérature. Alors, cette hypertension artérielle pulmonaire du groupe 1 peut être vue chez les patients obèses parce qu'en général, ils prennent des coupes-faim afin de diminuer de leur masse corporelle et cela va entraîner de l'hypertension artérielle pulmonaire. Pour ce groupe particulièrement, il doit être traité par des agents spécifiques qui vont justement cibler les différentes voies physiopathologiques de l'hypertension pulmonaire, à savoir la voie d'endothéline, la voie du monoxyde d'azote et la voie de la prostacykline.
Enfin, il y a des études qui ont confirmé ces anorexigènes, la responsabilité de ces anorexigènes dans la genèse de l'hypertension pulmonaire au niveau des grands centres en France, en Belgique et également en Angleterre. Ils ont fait une comparaison clinique et hémodynamique de ces patients, de 35 patients qui ont accepté justement de subir des cathétérismes cardiaques droits. Ils les ont comparés aux hypertensions artérielles idiopathiques. Comme vous le voyez ici, il n'y a pas de différence significative concernant les éléments démographiques, mais par contre, sur les paramètres hémodynamiques, on remarque qu'il y a beaucoup plus, il y a une sévérité beaucoup plus importante dans le groupe exposé aux anorexigènes par rapport à ceux de l'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique, avec une incidence quand même rare d'1 cas pour 500 000 habitants. Alors, qu'en est-il maintenant du troisième mécanisme de l'hypertension associée à l'obésité? C'est le dysfonctionnement du cœur gauche associé à l'hypertension pulmonaire. C'est une complication extrêmement fréquente de l'insuffisance cardiaque, qu'elle soit à fraction d'éjection diminuée ou conservée. À ce moment-là, la physiopathologie de cette hypertension secondaire aux cardiopathies congénitales est très complexe. Elle fait intervenir des phénomènes de vasoconstriction et des remodelages des artères pulmonaires, en plus de l'élévation des pressions de remplissage des cavités gauches. Et seul le cathétérisme cardiaque droit pourra distinguer les différentes formes d'hypertension pulmonaire du cœur gauche. Et la prise en charge, on insiste là-dessus, c'est surtout l'optimisation du traitement de l'insuffisance cardiaque gauche. Voilà, il appartient donc, l'hypertension pulmonaire dans ces cas-là est classée dans l'hypertension du groupe 2 et le traitement, c'est le traitement de la pathologie de l'insuffisance cardiaque. Maintenant, on arrive au mécanisme de l'hypertension pulmonaire qui est secondaire à l'obésité et hypoventilation, au syndrome d'obésité hypoventilation. Il est très fréquent chez les patients qui présentent une obésité morbide, modérée à sévère, avec une prévalence qui est très élevée. Elle est beaucoup plus supérieure par rapport au syndrome d'apnée du sommeil obstructif. Elle est de l'ordre de 59, voire 88%. Mais ce sont des études qui n'ont pas été basées sur le cathétérisme cardiaque droit. Il me semble qu'il y a une surestimation de cette prévalence. Alors, tout syndrome, obésité, hypoventilation, on doit rechercher devant ce syndrome-là une maladie restrictive ou obstructive associée qui pourra justement faire la part des choses et de traiter ce qui est en sous-jacent par rapport à ce syndrome. Le docteur Nahel en a parlé tout à l'heure, il est de diagnostic très tardif. Les patients sont reçus le plus souvent en soins intensifs en insuffisance respiratoire aiguë. Alors, pour calculer la prévalence de ce syndrome obésité-hypoventilation, donc on a réuni 3 études qui se sont basées sur le calcul des paramètres hémodynamiques grâce au cathétérisme cardiaque droit, qui a permis de nous donner quand même une idée sur la sévérité de cette hypertension pulmonaire. Et on voit bien qu'il y a quand même des hypertensions pulmonaires qui ne sont pas très sévères. Elles vont avec des pressions artérielles pulmonaires de 49, voire à 34 mm de mercure, avec des résistances par contre qui sont très élevées. C'est là où on doit discuter probablement l'association de la cardiopathie gauche et du problème de l'HTAP primitif. Alors, qu'en est-il du traitement dans ce cas de syndrome obésité-hypoventilation? Eh bien, c'est le traitement par la ventilation non invasive. Il y a une étude qui a confirmé ça. Ils ont pris une cohorte de patients qui approche les 200 patients, mais il n'y a eu que 64 patients qui étaient éligibles pour déterminer les paramètres adéquats par rapport à cette étude. Et parmi ces 64, il y a eu 43 qui ont refusé de subir le cathétérisme cardiaque droit. Donc, on n'a eu que 21 patients qui ont été bien
bien équilibré par rapport à l'appareillage, à la ventilation non invasive, et nous remarquons que dès les premières heures, voire dès les premiers jours, on a la diminution des pressions artérielles pulmonaires moyennes, et cela veut dire qu'il faut toujours traiter le syndrome d'obésité et d'hypoventilation pour corriger cette hypoxie qui est responsable de la vasoconstriction, voire du remodelage de l'artère pulmonaire. Nous arrivons également toujours dans le même mécanisme presque, c'est l'apnée obstructive du sommeil. C'est une cause qui est assez bien connue d'hypertension pulmonaire. Elle est caractérisée par une hypoxie répétée, nocturne et hypercapnie, et qui va être responsable de la vasoconstriction des vaisseaux et voire du remodelage vasculaire de l'artère pulmonaire qui va générer par la suite l'hypertension pulmonaire. Ce syndrome d'apnée du sommeil ne va pas seulement retentir sur la circulation pulmonaire à droite, mais également sur le cœur droit, en agissant sur l'augmentation des pressions veineuses pulmonaires avec dysfonctionnement du ventricule gauche, et qui va générer par la suite une hypertension pulmonaire qui est d'origine secondaire au groupe 2 et qui est d'origine cardiaque. Alors, quel est l'effet du traitement dans le syndrome d'apnée du sommeil obstructif associé à l'hypertension pulmonaire? Je dirais toujours, c'est la CPAP, hein, c'est l'appareillage de ces patients-là. Et cette étude qui est apparue dans le journal cardiaque a montré une diminution très importante des pressions artérielles pulmonaires et tous les paramètres pratiquement hémodynamiques, à savoir la pression artérielle pulmonaire qui était de 17,2 plus ou moins 5,4 à 13 plus ou moins 5,4, avec une PAPS de la même façon, une réduction remarquable, et surtout des résistances vasculaires pulmonaires. Cela veut dire que toute hypertension pulmonaire associée au syndrome d'apnée obstructive du sommeil, on doit les appareiller, et ça améliore les patients sur le plan vasculaire. Et ces deux mécanismes, que ce soit le syndrome obésité, hypoventilation et le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, appartiennent à ce groupe 3 des maladies respiratoires dont le traitement spécifique n'est pas indiqué. Alors, maintenant, on arrive au 5e mécanisme qui est très important. Pourquoi important? Parce que ces dernières années, on a assisté quand même à des embolies pulmonaires fréquentes lors de la pandémie de la COVID-19. Et on a eu des patients, des conséquences importantes sur l'embolie pulmonaire. Donc, il faut réellement la chercher, surtout par rapport à cette pathologie qui est venue encore aggraver l'état du patient. Donc, il faut penser à l'hypertension thromboembolique chronique qui est associée à l'obésité. Et il existe des facteurs de risque qui sont responsables de l'apparition de cette hypertension thromboembolique chronique, notamment l'obésité qui est un facteur responsable et qui vient en premier. Nous avons également la résistance à l'insuline, la vie sédentaire, l'inflammation chronique et le syndrome d'apnée du sommeil obstructif. Il est très important de faire le diagnostic de cette pathologie qui est le syndrome, l'obésité associée au syndrome d'apnée, plutôt au syndrome, à l'hypertension pulmonaire thromboembolique. Pourquoi? Parce que c'est la seule pathologie qui est curable, où on a un traitement qui pourra justement résoudre le problème de façon définitive, qui est basé sur la chirurgie de pointe, l'endartériectomie, et qui pourra justement lever l'obstruction au niveau de ces artères pulmonaires. En conclusion, je dirais que l'obésité est une pathologie très complexe associée à des complications cardiovasculaires et des complications vasculaires pulmonaires qui vont aboutir à l'hypertension pulmonaire. Et il est extrêmement important de screener ces patients-là et de faire le diagnostic, notamment par un outil très simple et qui est accessible, très peu coûteux, c'est l'échographie cardiaque, qui nous permettra de dévoiler
cette hypertension pulmonaire en calculant justement la vitesse tricuspidienne et en plus de ça, vérifier l'état du cœur gauche qui est lui aussi pourvoyeur d'hypertension pulmonaire. Et comme tout le monde l'avait répété ce matin, la perte de poids et les mesures et l'hygiène de vie est importante pour cette pathologie qui est l'obésité, qui permettra de stabiliser l'état de ces patients. Et bien sûr, d'autres modalités de traitement qui sont indiquées selon les causes de l'hypertension artérielle pulmonaire qui sont bien classées par rapport à la classification internationale. Je vous remercie.